Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour la 5e séance de ce cours public consacré cette année à l'air, matière première de l'urbain, esquisse d'une aérologie anthropocène. Et pour ces 2 dernières séances, nous allons véritablement rentrer dans le dur, si je puis dire, de l'analyse de ce que j'appellerais les géo-ingénieries de l'air, que ce soit de l'air pollué, de l'air climatisé, conditionné et contrôlé. Et nous allons essayer de donner du sens à cette idée qui sous-tend tout ce cours, à savoir que l'air urbain contemporain est de plus en plus travaillé, en quelque sorte, et de plus en plus une ressource travaillée intensément par les sociétés humaines pour faire face à toute une série de problèmes qui sont très largement liés aux modalités mêmes de l'urbanisation planétaire. Et nous avons, vous vous souvenez, commencé à réfléchir à ça dans une perspective généalogique pour essayer de retrouver dans l'hygiénisme une racine, en quelque sorte, de ces réflexions contemporaines sur l'air. Et la fois dernière, nous avons passé pas mal de temps à réfléchir à la pollution atmosphérique et en particulier à montrer que cette pollution devenait un problème de plus en plus pris en compte à partir des années 60-70, d'ailleurs dans un contexte où cette pollution est de plus en plus justiciable, si l'on peut dire, d'une analyse sanitaire en termes de santé publique. C'est lorsque une question devient une question sanitaire qu'on a l'impression qu'elle peut être prise en compte par les pouvoirs publics de façon beaucoup plus simple que si elle est simplement une question, simplement entre guillemets, une question environnementale ou une question sociale, même si les environnementalistes ont beaucoup fait pour la prise en compte par les pouvoirs publics de la problématique de la pollution. Il n'en reste pas moins que c'est véritablement à partir du moment où cette question devient une question de santé publique qu'on prend conscience depuis une trentaine d'années en particulier du caractère crucial de la réflexion sur la pollution, une pollution dont nous avons vu la fois dernière qu'elle est à la fois locale, complexe puisqu'elle se recombine localement. La pollution, c'est pas simplement l'émission d'un polluant par une source qui diffuse ce polluant dans une atmosphère, le polluant restant en quelque sorte stable dans cette atmosphère. Non, la pollution, c'est un processus dynamique. Il y a donc une recomposition permanente des polluants à l'échelle locale, à l'échelle régionale, avec des transferts par le vent, mais aussi avec des transferts de l'air à l'eau, de l'air au sol, n'est-ce pas, qui donne tout son sens au fameux concept de fate of pollutants, un des spécialistes de la pollution, donc la destinée des polluants. Le polluant ne reste pas comme ça là où il a été émis et il change de géographie, il change d'état, et puis des recombinaisons, des recompositions de l'air pollué à très grande échelle. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu aussi, non, il y a 15 jours, pardon, nous avons vu aussi à quel point les polluants pouvaient être embarqués dans des circulations atmosphériques de moyenne et de haute altitude qui pouvaient recomposer les pollutions, cette fois-ci à l'échelle hémisphérique et même à l'échelle planétaire. Donc une pollution qu'on ne peut pas prendre simplement comme un phénomène local, c'est un phénomène global et local, c'est donc un phénomène, comme j'ai l'habitude de le dire, un phénomène hyperscalaire, c'est un phénomène qui concerne toutes les échelles en même temps, et c'est en ce sens que la pollution est un problème urbain majeur, elle est source, à la source de la pollution, il y a l'urbanisation, et il y a évidemment en destinée, en quelque sorte, de cette pollution, une recomposition à la fois locale et planétaire de ces polluants qui font que l'on pourrait dire, sans trop sourciller, que où que l'on se trouve aujourd'hui sur Terre, on respire peu ou prou un air affecté par la pollution. En tout cas, un air qui est profondément modifié par le fait même de l'urbanisation planétaire. Et si on commence à réfléchir à l'air comme cela, on voit évidemment qu'il y a tout à fait justification de considérer l'air comme une problématique anthropocène, sans se limiter, même si nous en parlerons tout à l'heure, à la question de l'élévation de la température de l'air en raison du changement climatique et du réchauffement climatique. Et c'est donc quelque chose de très important que d'accepter, via l'étude de la pollution, d'entrer dans une analyse de géographie de l'air urbain qui sont à la fois des géographies locales, régionales, internationales et globales. Donc tout le monde aujourd'hui est affecté par la pollution de l'air urbain et tout le monde est acteur, en quelque sorte,
de ce processus de pollution de l'air urbain, ne serait-ce que par ses pratiques mobilitaires, par exemple. Dès qu'on utilise un moteur à explosion, on est un acteur de la pollution de l'air planétaire, en raison même des formes de vie urbaine qui se sont imposées, comme vous le savez, depuis les années 1950 et encore plus depuis les années 90-2000. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est aussi cela qu'il faut entendre dans l'anthropos d'Anthropocène, hein, pas une culpabilisation, mais une prise de conscience que chacun, parce que nous vivons dans un système planétaire qui est issu de l'urbanisation du globe, chacun est à la fois, comme j'ai l'habitude de le dire, acteur et victime et bourreau, en quelque sorte, d'un processus qui est ici celui, par exemple, de la pollution. Et c'est évidemment une découverte assez bouleversante qui devrait changer la politique, puisque désormais, la politique est à la fois affaire de collectif, mais c'est aussi affaire de prise de conscience individuelle de sa contribution, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Que l'on soit puissant ou misérable, évidemment, avec des responsabilités différentes, des échelles de responsabilités différentes, mais qu'on le veuille ou non, nous sommes co-agents, co-acteurs de processus planétaires, comme la pollution et bien d'autres, et c'est cela aussi que signifie l'anthropos d'Anthropocène. Et donc, c'est véritablement le nœud dans lequel nous sommes pris, hein, le nœud, l'écheveau, la pelote hein, dans laquelle nous sommes tous et toutes pris, humains et non humains dans une certaine mesure, et c'est à cette échelle-là qu'il faut penser l'Anthropocène, avec évidemment une réflexion qui s'ensuit, que je n'aurai pas le temps d'aborder, que j'aborde ailleurs et dont nous discutons beaucoup à l'école urbaine, une réflexion qui s'ensuit sur les formes de politique et d'éthique qu'il faudrait inventer pour faire face à cette réalité bouleversante. Une politique et une éthique qui reconnaît que chacun contribue, par exemple, à la pollution atmosphérique locale et globale, par le simple fait, par exemple, d'utiliser une mobilette ou un moteur à explosion ou un générateur ou un compresseur, mais qu'évidemment, le gradient de responsabilité de chacun n'est pas le même. Et qu'il y a une grande injustice à essayer de moraliser les plus pauvres et d'exenter les plus riches, n'est-ce pas? Moraliser les plus faibles, comme toujours, c'est-à-dire de demander aux plus faibles qu'ils soient plus moraux que les autres, et en même temps faire en sorte que les plus riches, au nom de leur supposée contribution au bien-être et à la prospérité, continuent leurs actions de domination et de violence. Donc il y a des problèmes politiques et éthiques qui sont totalement, j'allais dire, bouleversants, au sens fort du terme. Ils nous bouleversent parce qu'ils imposent que l'on prenne conscience de cette contribution de chacun à des phénomènes planétaires et que l'on prenne conscience du type de politique et d'éthique qu'il faudrait inventer pour faire face à la fois individuellement et collectivement à cet état tout à fait inouï et insensé que nous avons à connaître. Alors, la semaine dernière, je me suis longtemps arrêté sur la pollution. Évidemment, j'ai pris trop de temps, donc je n'arriverai pas à terminer du tout ce que j'avais pensé réaliser dans ce cours, mais ça, c'est normal. Mais encore une fois, je vous rappelle que ces cours sont plus là pour essayer de réfléchir à haute voix à des questions qu'on ne maîtrise pas forcément complètement. Et si j'avais vraiment le temps, ce que je voudrais faire là dans les 2 séances qui nous restent, c'est véritablement rentrer à partir de cette réflexion sur la pollution qui m'a servi un peu de réflexion première sur une réflexion sur ce que j'appelle les géo-ingénieries politiques de l'air urbain. Géo-ingénierie parce que nous allons voir comment finalement, puisque nous travaillons cet air, puisque nous modifions cet air, le nous c'est l'humanité, puisque nous modifions cet air, en tant qu'humanité urbanisée, nous devons le travailler à des échelles multiples, synchroniquement. Donc, que nous le voulions ou non, nous produisons des géo-ingénieries, soit directes, soit indirectes, ce que j'appellerais les géo-ingénieries actives, quand on veut intervenir directement sur de l'air. Par exemple, nous allons le voir aujourd'hui, lorsqu'on souhaite le climatiser, le filtrer, là, c'est une géo-ingénierie directe, soit des géo-ingénieries indirectes lorsque nous développons une pratique qui, à la suite de toute une série de conséquences, va avoir comme un des résultats possibles une modification de l'état de l'air.
Voilà, donc ce n'est pas exactement la même chose que d'arrêter d'utiliser un moteur thermique et que de rentrer dans une démarche de contrôle de l'air dans une salle blanche de production industrielle. Vous voyez, ça n'est pas la même chose et pourtant ça a un impact sur l'air, un impact qui est direct, moins direct dans le cas de l'arrêt d'une utilisation d'un moteur à explosion et puis qui peut être tout à fait indirect dans le cadre d'autres pratiques sur lesquelles nous reviendrons peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc aujourd'hui dans le monde urbain planétaire, l'air extérieur et intérieur devient véritablement une réalité travaillée. J'allais même presque, quand j'ai préparé ce diaporama, utiliser le mot une réalité façonnée, hein, vous savez, pour reprendre le beau mot de façonnage. Vous savez, quand on travaille à façon un matériau, c'est on le modifie en fonction d'une visée. Donc, on a un air qui est façonné, un air qui, de ce point de vue-là, va être capté, analysé, surveillé, filtré, épuré, modifié à de nombreuses échelles. Donc nous allons aujourd'hui travailler surtout à des échelles locales et à la fin de ce cours demain, si tout va bien, nous aurons quelques minutes pour travailler des tentatives de façonnage à des échelles qui ne sont pas simplement des échelles locales. Et vous avez là tout ce que l'on fait à l'air, qu'il s'agisse de l'air urbain pollué, de l'air urbain climatisé ou de l'air urbain conditionné que nous allons étudier rapidement après cette introduction déjà malheureusement un peu longue, avec chaque fois une nécessité qu'il y aurait si nous avions le temps. En fait, on pourrait passer des siècles hein, sur un cours comme ça, à réfléchir aux métrologies de l'air, hein, comment on mesure les qualités et les quantités d'air. Hein. La géo-ingénierie suppose une métrologie, suppose une capacité de mesure, hein, une capacité de vérification de ces mesures. Et évidemment, la métrologie, on va le voir, a été complètement bouleversée depuis 30-40 ans par les nouvelles technologies des capteurs et par les nouvelles technologies numériques de traitement de l'information de ces capteurs. Mais il y a aussi des ingénieries et des technologies qui sont spécifiques. Et à chaque fois, j'ai rajouté, entre parenthèses ou pas, que ces ingénieries, donc des techniques, des technologies, c'est-à-dire des discours sur les techniques, hein, et des imaginations, c'est-à-dire des imaginaires instituants sociaux qui viennent finalement au cœur des sociétés justifier ou injustifier certains types de relations à l'air, hein, puisque tout cela renvoie à des imaginations. Finalement, nous allons le voir tout à l'heure, l'imagination du cool, hein, de la fraîcheur, c'est une imagination qui est portée par le développement de l'air conditionné et qui porte le développement de l'air conditionné. Hein, la fraîcheur comme valeur. Hein. Donc il y a véritablement quelque chose de tout à fait intéressant à relier toujours nos phénomènes urbains anthropocènes à des phénomènes d'imagination, comme j'aime les appeler, instituantes ou d'imaginaire instituant, mais vous savez que c'est un peu la marque de fabrique du travail que je propose, que de toujours essayer de relier les imaginations urbaines aux faits urbains. Et puis donc nous allons essayer de rentrer dans le détail de cela, mais de façon très rapide. Nous repartirons de la pollution. Nous avons vu la fois dernière que la pollution devenait véritablement un problème planétaire, un problème majeur. Je ne reviens pas. Eh bien, il s'agit désormais, effectivement, dans de plus en plus de cadres, d'avoir une action pour contrôler la pollution et améliorer la qualité de l'air. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup plus contrôler la pollution sans travailler véritablement suffisamment sur le contrôle des sources de pollution. Le paradoxe aujourd'hui du travail sur la pollution, c'est qu'en réalité, on va essayer d'améliorer la qualité de l'air, mais on va plutôt essayer d'améliorer la qualité de l'air, nonobstant le fait qu'on travaille trop peu sur l'amélioration de la qualité de l'air rejetée par les pollueurs. Hein, finalement, on décale une partie de la charge, hein, de la responsabilité vers les autorités publiques et les citadins
et les habitants qui vont avoir à opérer eux-mêmes une sorte de travail pour se protéger d'un air pollué, mais un air pollué qui n'est finalement pas suffisamment travaillé en amont, c'est-à-dire à la source des pollueurs. Pourquoi? Parce que les pollueurs, depuis toujours, et on l'avait vu dès le 19e siècle avec la problématique du charbon, ben finalement, les usines ou les activités polluantes sont souvent dédouanées d'une partie de l'effort, et lorsqu'elles font des efforts, on le sait, je le redis, elles font en général des efforts pour des raisons qui ne sont pas altruistes, mais qui sont des raisons d'intérêt économique. Lorsqu'on a abandonné le charbon et qu'on a dépollué l'air par finalement tarissement de la source des poussières de charbon, eh bien, on ne l'a pas fait par souci véritablement de santé publique ou d'amélioration des qualités environnementales, mais par souci économique, et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Pardon de le dire, malgré des règlements européens, nationaux, internationaux, avec parfois quelques améliorations ponctuelles, les pollueurs continuent de polluer. Voilà. Et donc, parfois avec un cynisme total, et les accidents dont nous avons parlé la fois précédente, et dont Alfonso Pinto vous a beaucoup parlé à partir des catastrophes de Seveso et de Bhopal, ce type d'accident n'est absolument pas rare encore de nos jours, notamment dans les pays des Suds, où très souvent les pollueurs polluent en toute impunité quand ça n'est pas avec le soutien effectif des autorités locales, et exposent les populations à des risques absolument dramatiques. Mais on essaye, en particulier dans les pays développés, de faire en sorte que la pollution soit contrôlée, mais contrôlée comme je viens de le dire, c'est-à-dire en essayant de se protéger au maximum, et on le fait notamment par toute une métrologie. We make air quality measurement easy. Donc voici une entreprise qui s'appelle Clarity, qui est une de ces très nombreuses entreprises. Vous savez que j'aime bien aller, et je reviendrai à ça tout à l'heure, aller travailler sur ces documents un peu particuliers qui sont les documents issus des entreprises du secteur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ben là, vous avez Clarity qui est une grande entreprise. Et bien, que fait cette entreprise? Eh bien, vous le voyez, elle installe des capteurs et elle met en place des systèmes d'information géographique. Regardez bien là en bas à droite, et des systèmes de contrôle de cet air pollué. Retenez ça parce que nous allons le voir, et je l'ai déjà dit tout à l'heure sur l'air climatisé, nous verrons comment toute une série de ces techniques de l'air permettent en fait l'établissement des processus de Smart City, c'est-à-dire comment ces volontés de contrôler l'air permettent en réalité à des entreprises de vendre des algorithmes, des capteurs, des systèmes de traitement de données et des control rooms, c'est-à-dire des systèmes de contrôle d'une qualité de l'air. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un autre domaine, voici une autre entreprise qui s'appelle Plume Lab, et nous allons aller voir un peu plus près, grâce à ma dextérité technique, ce que cette autre entreprise présente. Voici Plume Lab. Eh bien, Plume Lab est un laboratoire qui, vous le voyez, lui aussi propose des capteurs, propose des cartographies de la pollution. Comment vous protéger de la pollution, mesdames, messieurs, chers auditeurs et chères auditrices? Comment se protéger de la pollution? Eh bien, si vous avez une carte des espaces pollués, vous pourrez vous protéger de la pollution. Vous voyez, une sorte de cynisme, en fait, absolument terrible, qui consiste à dire, bon, bah, alors, on peut pas remédier à la pollution à la source. Donc, on va faire en sorte que vous soyez le mieux informé possible pour ne pas vous exposer les jours de forte pollution. C'est ce qu'on fait lorsqu'il y a une alerte pollution. Que dit-on aujourd'hui à Lyon? Eh bien, ne faites pas de sport. Ne vous exposez pas. Les personnes fragiles, restez chez vous. On verra que chez soi, d'ailleurs, ça n'est pas mieux. Donc, il y a vraiment cette sorte d'inversion, en quelque sorte, de la responsabilité. Et cette entreprise propose des cartes, propose des solutions techniques. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle propose cette petite solution technique-là, qui est Flow. Et Flow, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, Flow, c'est un capteur individuel. C'est un dispositif individuel de monitoring de la qualité de l'air autour de soi. Donc, en fait, c'est un capteur individuel qu'on a sur soi ou qu'on pose quelque part qui permet d'enregistrer la qualité de l'air et de vous envoyer sur votre smartphone
un tableau de bord de la qualité de l'air à laquelle vous êtes exposé. Donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est véritablement une individualisation du captage, c'est-à-dire l'individu devient le capteur. Hein? C'est donc ce que j'appelle dans ce diaporama vers l'individu capteur, un processus vers ce que l'on pourrait appeler le self-monitoring, hein, où l'individu prend en charge la gestion de la relation à un environnement potentiellement dégradé. Vous voyez, on arrive à des choses qui sont tout à fait étranges, en fait, mais qui sont tout à fait dans l'air du temps de cette phase contemporaine d'une idéologie qu'on ne peut même plus qualifier de néolibérale. Je crois que c'est un mot qu'il faudrait arrêter d'utiliser parce que c'est une sorte de slogan qui ne veut plus rien dire, mais une idéologie d'un développement, d'un système global de consommation fondé sur l'individualisation absolue des mœurs, où l'individu doit devenir lui-même le moniteur de ses propres pratiques et le gestionnaire de son propre environnement, de même qu'il devient l'entrepreneur de lui-même. Vous voyez, il y a quand même des faisceaux convergents tout à fait fascinants et je voulais évidemment vous en dire un mot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un autre registre, là aussi sur la pollution, vous allez le voir, nous restons un tout petit peu sur cette question de la pollution, eh bien, on retrouve cette fois-ci pour la pollution intérieure cette descente à l'échelle de l'individu avec ce que je pourrais appeler aussi une moralisation hygiéniste en quelque sorte qui consiste à dire protégez votre famille. Voyez là encore l'inversion de la charge. Il ne s'agit pas de protéger la société de l'air pollué en allant travailler la contrainte sur les pollueurs. Il s'agit de dire aux individus, vous devez protéger votre famille, autrement vous n'êtes pas des bons moniteurs hygiénistes de votre relation à l'air pollué. Et là, il s'agit de l'air pollué intérieur. Hein. Et donc, pour protéger les familles, que faut-il faire? Regardez, c'est très fort. Hein, un purificateur d'air Serenity capte toutes les pollutions de l'air intérieur. Hein, je vous l'ai dit, la question de la pollution de l'air intérieur devient de plus en plus importante depuis une quinzaine d'années. Ces pollutions ont des conséquences dramatiques. Donc, vous voyez bien, rhétorique de l'affolement. Hein, comment responsabiliser les individus pour qu'ils deviennent de bons ingénieurs hygiénistes d'eux-mêmes? Eh bien, il faut en fait les mettre en état de panique. Hein. Donc, particules fines, pollution chimique, COV, c'est les composés organiques volatiles. Hein, vous savez, c'est ce que vous produisez quand vous utilisez, par exemple, des produits lessiviels hein, sur votre sol. Et microbes. Les microbes, ah tiens. Oh, on a beaucoup parlé des microbes au début de ce cours avec l'hygiéniste. Vous voyez comment... Moi, je trouve qu'il y a des continuités absolument saisissantes, hein, malgré les différences de contexte, engendre allergie, mal-être, cancer, insuffisance cardiaque, on aurait envie de rajouter et raton laveur, hein, parce que franchement, vous voyez aussi l'hétérogénéité et franchement, allergie, ok, mal-être, ouais, cancer, boum, alors là, flan, vous en prenez un coup sur la tête, insuffisance cardiaque, non mais... Comment mettre des populations en état de panique? Mais grâce à Dieu, vous pouvez le Dieu du capitalisme, hein, vous pouvez protéger votre famille grâce à un purificateur d'air intérieur. Et là, vous voyez les cibles préférées, les jeunes enfants. Dès qu'on peut faire peur aux parents pour leurs enfants, ça fonctionne. Les personnes allergiques et puis les personnes âgées. Et on arrive à quelque chose qui est aussi très intéressant, qui est la constitution véritablement d'un marché qui n'avait pas d'existence à ce point-là il y a 20 ans, pardon, je suis maladroit, qui est le marché tout simplement, alors je ne sais pas comment je reviens, voilà, hop, le marché du purificateur d'air intérieur. Et je vous ai simplement fait ici une ouverture d'une requête Google sur purificateur d'air intérieur pour prendre conscience de l'énormité de ce marché.
de l'énormité de ce marché, c'est-à-dire de la multiplication des solutions proposées pour purifier l'air intérieur, qui vont des purificateurs d'air de petite taille, vous voyez comme ceci, purificateurs d'air qui, vous voyez d'ailleurs, sont de plus en plus présentés comme des purificateurs connectés. Donc là, les technologies du numérique et du capteur sont également présents dans ces purificateurs, parce que les purificateurs sont aussi des capteurs, possiblement. Et puis vous allez jusqu'à des systèmes collectifs, purificateurs d'air antivirus. Alors là, la pandémie a évidemment rajouté une couche. Regardez ces capteurs de CO2, purificateurs d'air et désinfectants pour les écoles. Mais regardez, c'est tout à fait étonnant de voir l'ampleur de ce marché. Hein, je vous la fais courte, là vous pourrez aller voir vous-même. Moi, ça m'a complètement sidéré. Hein, et chers auditeurs et chères auditrices, ne m'expliquez pas autre chose que ce que je suis en train de vous montrer simplement empiriquement. Il s'agit d'une technologie de l'air. Il s'agit d'une technologie de façonnage et de contrôlage de l'air, de contrôle de l'air. Que vous le preniez comme vous voudrez, il n'y a pas moyen d'échapper à cette idée que nous sommes là devant une technologie de l'air particulière. Et une technologie qui est très étrange, puisque évidemment, encore une fois, c'est une technologie qui place la charge de la responsabilité sur les individus et qui, une fois de plus, est une technologie qui ne travaille pas véritablement les sources d'émissions des polluants. Et puis, petit point de détail, je n'ai pas le temps d'y revenir et j'ai oublié une diapositive la fois dernière que je voulais vous montrer, mais je vais la citer sans pouvoir vous la montrer. C'est aussi une manière de faire qui gomme complètement la problématique des inégalités sociales et des inégalités intersectionnelles. Hein. Elle gomme complètement la problématique des inégalités. Et je voulais d'ailleurs vous montrer la fois précédente, et j'ai oublié dans la presse, un article très intéressant fait par des chercheurs en sociologie et en santé publique qui montrait les inégalités face à l'exposition aux pollutions urbaines et qui montrait en particulier, c'était un article sur le cas des États-Unis, qui montrait en particulier que le facteur premier d'inégalité dans l'exposition aux pollutions, ça n'est pas le niveau social, c'est la race. Le facteur premier, c'est la race. C'est-à-dire que les plus exposés sont les Afro-Américains, ensuite les Latinos, ensuite les Asiatiques et ensuite les Blancs. Et la place des individus dans le champ social est un phénomène secondaire, en fait, par rapport à l'inégalité raciale, même si, puisqu'il y a intersectionnalité, il y a un rajout du fait social. Et évidemment, à l'intérieur du phénomène racial, les femmes sont souvent plus exposées que les hommes. Donc, il y a véritablement là quelque chose que ce type de démarche ne prend pas en compte, puisqu'il s'agit pour l'individu de se protéger lui-même. Vous n'êtes pas une bonne famille si vous ne protégez pas votre famille. Vous voyez comment aussi on ouvre tous les discours de moralisation des plus faibles. Si vous n'êtes pas capable de protéger votre famille, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Et tous ces discours-là, ne me dites pas qu'on ne les entend pas, tous ces discours qui consistent en permanence à expliquer aux groupes sociaux discriminés qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes de la société. Eh bien, ça commence avec ces questions-là. Ça commence déjà avec la question de la relation à l'air. Alors, laissons de côté la pollution, mais qui m'a servi un tout petit peu, si vous voulez, de cadre pour poser un peu ça, pour aller, chers auditeurs, chères auditrices, chers publics, pour aller vers un monde qui me passionne. Donc, il va falloir que je me maîtrise parce que je n'ai que 30 minutes, là, un peu plus peut-être pour vous parler de ça. Je déborderai peut-être un peu sur le cours de la fois prochaine parce que je dois l'avouer. Je le confesse, chacun a ses petits défauts, a ses petites perversions. Je suis complètement fasciné par la question de la climatisation. Voilà. Depuis très longtemps, cette problématique de l'air climatisé me fascine et c'est d'autant plus étrange que je ne supporte pas l'air climatisé moi-même. Hein. Donc, je suis fasciné non pas parce que je suis un adepte de la climatisation, mais parce que je trouve que ça pose toute une série de questions absolument extraordinaires. Et pour ne rien vous cacher, c'est en partie grâce à la réflexion sur la climatisation que j'en suis venu à mon interrogation sur l'Anthropocène, puisque je me suis intéressé depuis très longtemps
à la climatisation à travers ma réflexion sur ce que j'ai appelé ensuite les hyperlieux de la mondialisation urbaine qui, pour beaucoup, sont intégralement climatisés. Donc, la climatisation a été pour moi un terrain, en quelque sorte, de réflexion sur l'urbanisation planétaire, ses géographies et sur la question anthropocène. Eh bien, je crois qu'il faut se rendre compte à quel point, depuis quelques décennies, nous avons inventé un monde radicalement nouveau par rapport à ce qui existait auparavant, parce que nous avons inventé un monde massivement climatisé. Nous avons inventé un monde où désormais existent des géo-ingénieries extrêmement puissantes de production de l'air frais, de production de l'air froid, un monde qui devient un monde où la climatisation tend à s'imposer en standard, tend à s'imposer en normes, non pas où la climatisation est exceptionnelle, extraordinaire, mais où la climatisation devient l'ordinaire des expériences urbaines, et ce qui est extraordinaire, ce qui serait extraordinaire de plus en plus à l'avenir, serait justement de ne point être climatisé. Et on retrouve là l'intuition de Peter Sloterdijk que j'ai utilisée en ouverture de ce cours lorsqu'il parle de ces politiques de l'atmosphère urbain. Eh bien, il y a là véritablement depuis quelques décennies une capacité de travailler des atmosphères urbaines très particulières que sont les atmosphères climatisées qui deviennent en quelque sorte standard. Alors, il y a eu des tentatives dès le 19e siècle. Je n'ai pas le temps pour revenir ici. Il y a un inventeur américain un peu oublié qui a été sans doute le premier à arriver à produire de la glace via de l'envoi d'un peu d'air compressé dans un tonneau dans lequel il y avait de l'eau, mais je passe. Mais le véritable inventeur de la climatisation, c'est le monsieur que vous voyez en haut, qui s'appelle Carrier, Willis Carrier, qui est l'inventeur de la climatisation industrielle en 1902, avec un dispositif encore imposant, en fait, pour rafraîchir une imprimerie. Donc, pour rafraîchir une industrie exposée à des fortes chaleurs l'été, pour faire en sorte que le processus industriel soit plus efficace. Et en 1922, Carrier arrive à quelque chose de tout à fait décisif, c'est-à-dire qu'il va finalement trouver une technologie pour doter le système de refroidissement d'un compresseur. C'est vraiment lui qui va, en quelque sorte, mettre en place le système classique de la climatisation que je vous montre ici rapidement. Finalement, la climatisation, c'est de l'air compressé qui passe dans un circuit et après une phase d'expansion, cet air devient refroidi et le caractère fondamental de la climatisation, ça va être de trouver des gaz qui évidemment sont très réactifs à la compression, mais le caractère décisif de la technologie de la climatisation, c'est la compression. Donc en fait, climatiser, c'est compresser un fluide ou compresser un gaz, pour provoquer ensuite, par détente, des phénomènes d'échange calorique qui permettent de puiser de la chaleur, de produire de la fraîcheur et de rejeter ensuite de la chaleur produite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie va se sophistiquer, mais elle ne va pas véritablement varier dans son schéma général. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses dans cette perspective historique, parce qu'après l'imprimerie, le premier domaine d'expansion de la climatisation, c'est très étonnant et c'est très peu connu, donc il faut le rappeler, le premier domaine d'expansion de la climatisation, c'est le domaine des théâtres. Ce sont les théâtres, boîtes fermées, des boîtes fermées, n'est-ce pas, complètement fermées, exposées à des élévations de température importantes, notamment dans les climats très chauds et humides l'été des États-Unis. Ce sont les théâtres qui vont être des lieux d'expérimentation d'une climatisation d'échelle désormais quasiment industrielle. Carrier donc met en place le système of theater cooling que vous avez ici développé avec une machinerie à l'étage qui permet de produire de l'air frais qui circule dans le bâtiment à travers des conduites métalliques. Vous avez le prototype qui va depuis ne jamais être véritablement remis en question. Et vous avez déjà une climatisation d'assez grande ampleur, mais c'est une boîte fermée, donc c'est relativement facile. Et le premier théâtre à bénéficier de ça, c'est le Rivoli
à New York. Vous avez ici une photo, en 1922. Vous avez une photo plus tardive, là c'est en 1940. Le Rivoli a aujourd'hui disparu en tant que tel. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'image du bas. Je vous ai pris une diapositive un peu pâle de l'American History Theater Historical Society of America, donc une société qui fait l'histoire des théâtres américains, qui a une banque de données images tout à fait intéressante. Et vous avez là un théâtre dans les années 20 qui ne se situe pas à New York, qui s'appelle le Tiffin. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est la bannière du bas sur le théâtre, Scientifically cooled by refrigeration, hein, donc rafraîchi scientifiquement par le système de réfrigération. Et les théâtres vont véritablement être des lieux qui vont s'équiper très massivement parce que la fraîcheur devient un argument promotionnel. N'est-ce pas? La recherche de fraîcheur devient un argument promotionnel parce que dans ces climats, notamment du Midwest et de la côte Est très chaud et du Sud très chaud et humide l'été ou chaud et sec l'été, on va aussi au théâtre pour se rafraîchir. Et c'est à ce moment-là que le cool devient aussi une valeur d'urbanité en quelque sorte, une valeur urbaine recherchée. La première mutation de la climatisation vient évidemment de mon domaine préféré, c'est-à-dire le domaine du mall, du shopping mall, du centre commercial. Chers amis, on ne peut pas comprendre le monde urbanisé contemporain si l'on ne porte pas attention au mall, au centre commercial. C'est véritablement fondamental pour comprendre ce qui nous est arrivé. Le mall est un type urbain majeur et ça commence dès les années 50 avec l'invention du premier mall, hein, ce qu'on appelle ici de Introverted Center, donc le premier mall comme espace introverti. Bon, pour ceux qui veulent plus de détails, je les renvoie à mon livre Hyperlieu où j'essaye d'expliquer la genèse du mall. Et ici, vous avez la photographie du premier mall avec sa localisation à Minneapolis et la façon dont il se conçoit à l'intérieur. Vous voyez, un espace parallélépipédique avec au centre une place, le mall, et au centre du mall une place centrale avec de vastes espaces pour la voiture. Voiture, mall, climatisation, périurbanisation. Vous avez pratiquement toutes les bases de l'Anthropocène sont là. Hein. Automobilité, technologie de l'air, consumérisme, périurbanisation, individualisme des individus, des femmes et repli sur la sphère familiale et domestique. Vous avez absolument le prototype de l'American Way of Life qui va être le vecteur de l'urbanisation planétaire et qui le reste sans doute en grande partie encore aujourd'hui. C'est assez fascinant. Et ça, c'est à Edina, hein, 1952, et c'est un architecte viennois, Victor Gruen, qui crée cela. Victor Gruen, de ce fait-là, un des architectes les plus importants du XXe siècle. Et le mall devient immédiatement un espace cool. La climatisation est choisie pour attirer les clients dans ce lieu qui se pense au départ comme un lieu de sociabilité où finalement la sociabilité urbaine est produite par l'échange marchand. Si l'on voulait caricaturer, on dirait que le mall, c'est le modèle de la sociabilité urbaine fondé sur l'échange marchand et qui renvoie un peu au modèle grec de l'emporium, alors que pendant très longtemps, les analystes de la vie urbaine se sont focalisés sur le modèle de l'espace public, de l'espace de sociabilité fondé sur la relation politique, c'est-à-dire l'agora. Et ben moi, je pense que dans l'histoire de l'urbanisation contemporaine, il faut plus aller regarder les malls que les agoras pour comprendre ce que nous sommes devenus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, il y a véritablement quelque chose de tout à fait intéressant parce que justement, le mall, c'est dès le départ un espace de l'air travaillé. Et le mall, c'est un espace cool. Et la coolness va très largement de la société de consommation, hein, parce que le cool est une notion plus complexe que ça. Je renvoie au très beau livre de Jean-Marie Durand sur le cool, hein, où il a montré que c'était une notion extrêmement importante dans l'histoire du XXe siècle. Mais il y a une coolness, hein, une décontraction
du consommateur qui est lié à sa pratique des espaces rafraîchis par l'air climatisé. Le rafraîchissement apporte de la détente. Le rafraîchissement devient condition de l'acte marchand, mais devient aussi condition de la sociabilité marchande. Eh oui, c'est intéressant. Donc, vous voyez comment on pourrait très vite passer de longs moments sur la question des imaginaires qui vont se greffer là-dessus et qui vont développer des types de pratiques légitimes qui sont aujourd'hui encore tout à fait décisives. Ce système industriel de la climatisation va évidemment se développer considérablement depuis les années 50. Les années 20, c'est les théâtres avec des systèmes très lourds. Les années 50, ce sont les malls, mais c'est aussi, dans les années 50, apparition des climatiseurs personnels. Donc vous avez ici finalement 3 types de climatisation que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si ça se voit bien. Toute la gamme des climatiseurs personnels, et ça c'est une grande révolution quand le climatiseur peut devenir un climatiseur domestique, peut se mettre à climatiser non plus des grands espaces mais de petits espaces. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de climatiseurs personnels dans le monde. On va rapidement arriver, on le verra tout à l'heure, peut-être à 5 milliards. OK? C'est absolument invraisemblable quand on y pense. Mais vous avez aussi le développement de gros climatiseurs que vous pouvez mettre en série, vous voyez, pour produire du froid dans des espaces plus importants. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les chillers, qui sont en fait de véritables blocs que vous utilisez, que vous multipliez pour produire véritablement des centrales de production de froid qui peuvent être absolument gigantesques parce que ces centrales de production de froid peuvent désormais avoir à rafraîchir et parfois avec des ampleurs thermiques très importantes en différentiel entre l'intérieur et l'extérieur, peuvent avoir à rafraîchir des espaces de plus en plus grands exposés à des conditions de chaleur de plus en plus intenses. Et évidemment, comment ne pas penser à peut-être un des exemples emblématiques du développement de l'industrie de la climatisation, c'est-à-dire Dubaï, qui est une ville entièrement climatisée, tout est climatisé à Dubaï. Comme dans les Émirats ou au Qatar, puisque vous savez que même désormais les stades de football vont être climatisés au Qatar, mais vraiment tout est climatisé, même les couloirs de métro pendant 20 mètres qui passent à l'extérieur, qui passent en passerelle au-dessus des autoroutes sont climatisés. Et climatisés avec des températures très fraîches, 20, 21 degrés, il fait 50 dehors. Vous avez ici, évidemment, le Dubai Mall, qui est mon favori, même si j'aime bien aussi le Mall of Emirates, parce que dans le Mall of Emirates, il y a une station de ski. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le désert, il y a une station de ski. Donc, vous imaginez les logiques de production. À Dubaï, on a inventé des productions de froid à partir de glace. En fait, on produit de la glace pour refroidir ensuite les systèmes d'eau qui circulent dans les bâtiments pour produire du frais. Les chillers, c'est de la refroidissement à partir d'eau froide, d'eau très froide qui va ensuite rafraîchir l'atmosphère. C'est pas de l'air pulsé, c'est de l'eau. Et vous avez ce grand centre commercial ici, avec désormais, vous le voyez ici, j'ai rajouté la photo, il y a une extension qui vient d'ouvrir, une petite extension de 170 000 m², c'est-à-dire la moitié du centre commercial de la Pardieu, pour faire du Dubai Mall le plus grand mall du monde, ou peu s'en faut. Et vous avez désormais greffé au Dubai Mall également la Burj Khalifa, c'est-à-dire la tour la plus haute du monde, 820 mètres de haut, qui est désormais, ici c'est le mall, vous voyez c'est le bout du mall, vous avez le lac que vous retrouvez ici, et vous avez désormais un complexe, Burj Khalifa Dubai Mall, qui est un complexe qui est destiné à accueillir plus de 100 millions de visiteurs par an, donc qui ferait du Dubai Mall l'espace le plus visité au monde. Et sans doute un des espaces les plus rentables du monde, qui a évidemment lui aussi connu la pandémie, mais qui s'est pas mal relancé et qui a d'ailleurs été à l'origine de l'organisation à Dubaï, tous les mois de janvier, d'un festival mondial destiné à attirer le monde entier, assez particulier puisque c'est le festival du shopping.
Hein. Donc, l'organisation de cet événement est entièrement liée à la jouissance du shopping. Et ce qui est très intéressant, c'est de reprendre la Burj Khalifa pour voir à quel point on a pu développer des technologies spécifiques. Voilà, là aussi le type de données que j'aime bien traiter, c'est-à-dire la présentation de la mécanique de climatisation de cette tour absolument gigantesque. Et donc, vous avez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, la présentation de la façon dont 3 centrales de froid permettent de faire circuler l'eau à la fois dans la tour, mais également dans les hôtels qui bordent la tour et dans le Dubai Mall à côté. Et vous avez ici le détail de tout ce qui est nécessaire pour climatiser à l'aide de tubes de 75 cm de diamètre, qui font circuler une température de l'eau à température de 3 degrés dans l'ensemble du dispositif pour refroidir cet air, avec une grande complexité de la gestion de l'air. On est en plein désert. Hein. Donc vous voyez, ce sont des technologies insensées. Vous êtes là véritablement devant la production totale d'un air, permettez-moi d'insister, qui n'a pas de possibilité d'exister sans cela. Vous voyez, nous sommes vraiment dans un air qui est complètement un artifice. C'est quand on y songe bien, mais il y a peut-être pas meilleure démonstration de cette puissance de la terraformation. Vous voyez là, dans une certaine mesure, on terraforme un air. C'est complètement délirant. En plein désert, utiliser de l'eau réfrigérée par passage dans de la glace pour mettre à 20 degrés, 21 degrés, des milliers de mètres cubes de centres commerciaux et de tours, avec, regardez, une autre difficulté, c'est qu'évidemment, il faut gérer, et donc c'est là où vous voyez qu'on est devant des technologies qui ne sont pas simplement la technologie du froid, mais véritablement des thermiques extrêmement subtiles, parce que vous avez des bâtiments qui sont tout en verre, que vous refroidissez à 21 degrés avec un extérieur entre 40 et 50, et avec à l'intérieur des milliers de personnes qui rejettent du gaz carbonique. Donc vous avez des problèmes de condensation. Donc il faut une technologie de la gestion de la condensation qui est tout à fait à la hauteur. Et pour avoir fait du terrain à Dubai Mall, dans la perspective d'un documentaire qui est en principe en cours de montage, je peux vous dire qu'on a pu filmer à peu près tout, sauf les unités de froid et les control rooms des salles froides. C'est vraiment des technologies qui sont tout à fait importantes. Et d'ailleurs, ce sont des technologies à partir desquelles les grandes sociétés mondiales, comme par exemple Veolia, notre Veolia à nous, développent des filiales. Là, c'est Enova, qui est une filiale développée par Veolia. Regardez, vous voyez la photo, qui est développée par Veolia exclusivement pour gérer les systèmes de production de froid et les bâtiments climatisés des pays du Golfe. Les pays du Golfe ont en fait créé un système qui exige des maîtrises technologiques, en particulier des maîtrises de technologie d'air absolument, et de gestion des bâtiments en relation avec l'air absolument démesurées, et qui ont donc créé des entreprises spéciales pour produire le froid à des grandes échelles dans des conditions extrêmes. Et vous avez donc ici Veolia qui, en fait, vous voyez, a commencé à s'implanter d'abord dans les Émirats, ensuite en Arabie Saoudite, ensuite à Bahreïn, ensuite au Liban, et qui s'est ensuite installé à Dubaï, en Égypte. Vous voyez, donc on est entièrement
dans le monde arabe et du Moyen-Orient, et Veolia a en particulier fait ses preuves dans la gestion du Mall of Emirates, donc là où il y a une piste de ski, parce que ce sont eux qui ont développé quoi? Eh bien, ce qu'ils appellent le upgrade. Upgrade, c'est quoi? Eh bien, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est l'ensemble des services que vous avez ici listés, donc des services qui sont des services de production de froid, HVAC et réfrigération, c'est tout l'air cooling en fait, et la ventilation, parce que cet air a besoin d'être ventilé, aspiré, retraité, rafraîchi, purifié, filtré, redistribué. Et puis vous avez donc le développement de toute une série de digital suite, avec encore une fois des capteurs pour mesurer la qualité de l'air, des possibilités de faire des inspections par drone de l'état des bâtiments. Bah oui, parce que ces bâtiments, ils doivent être parfaitement clos si vous voulez gérer bien l'air climatisé. Il ne peut pas y avoir de fuite. D'ailleurs, imaginez bien que ça pose d'énormes problèmes aux gestionnaires des centres commerciaux de faire en sorte que les gens doivent rentrer et sortir. Donc, ça crée des stress sur la gestion de l'air climatisé qui sont particulièrement forts. Et Veolia a créé donc Upgrade. Et je voulais vous montrer cette photo. Upgrade, c'est quoi? C'est un système de contrôle de l'ensemble de la consommation énergétique des bâtiments, à partir notamment de la consommation énergétique colossale de l'air conditionné. Donc en fait, c'est une control room qui est complètement dans la logique de la Smart City, c'est-à-dire il s'agit là de proposer des services numériques intégrés, fondés sur des capteurs numériques, sur des technologies de production d'air et de traitement de l'air, et fondées sur des capacités de monitoring et d'intervention appuyées sur de l'algorithmique assez sophistiqué pour piloter ces bâtiments climatisés. Et vous avez de nombreuses sociétés qui font ça, et Veolia fait un business extrêmement rentable avec Innova. Et d'ailleurs, on pourrait montrer comment pratiquement tous les groupes français se sont engouffrés dans cette manne, si l'on peut dire. Tous les groupes français se sont engouffrés, et j'ai pas mis la diapositive parce que j'aurais été trop long, mais par exemple Engie, la filiale d'Engie spécialisée là encore une fois dans le Moyen-Orient, vient de racheter en 2018 la société créée par le propriétaire de Dubai Mall, qui est une foncière appartenant à un prince des Émirats Arabes Unis. Vous savez que dans tous les pays du Golfe, il y a une confusion totale entre les affaires d'État et les affaires personnelles. Nous sommes dans des pays non démocratiques qui ne respectent pas les droits de personne et où il y a des systèmes de corruption généralisés. Mais grâce à la vertu du business, nous organisons la Coupe du Monde au Qatar et nous sommes les premiers à frénétiquement chercher à développer des affaires dans ces pays-là. Passons. Il n'en reste pas moins que Engie a racheté la filiale de production de froid du propriétaire du Dubai Mall, qui est en fait la plus grosse entreprise de production de froid du monde, de froid industriel urbain du monde. Donc en fait, c'est un peu comme un gestionnaire d'énergie, sauf que là, on ne produit pas du chaud, on produit du froid. Et Engie, évidemment, produit de la chaleur et de la fraîcheur. Donc vous voyez, ce sont des big business. Vraiment, il faut que vous preniez bien conscience que ce sont des technologies qui sont désormais à l'origine de technologies très puissantes. Et je voudrais surtout insister sur le fait, puisque là nous nous projetons vers la fin de cette séance, qu'il faut bien prendre conscience que nous vivons dans un monde climatisé. Ce que j'appelle les unités spatiales climatisées, qu'elles soient stables, un lieu, un bâtiment ou mobile, qui achèterait aujourd'hui une automobile non climatisée ? Qui prendrait un train aujourd'hui non climatisé?
Qui utiliserait un bus non climatisé, à part les pauvres? N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne fais pas de cynisme. Malheureusement, c'est comme ça. La non-climatisation des véhicules est réservée à ceux qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc la climatisation de l'air, c'est une géo-ingénierie qui est aussi une géopolitique. Parce qu'elle produit des différenciations sociales. Elle accroît des injustices. Dans les villes exposées à la canicule et aux vagues de chaleur, par exemple dans les villes indiennes qui ont connu 51 degrés au mois de mai, vous aviez les riches qui pouvaient climatiser leur logement et vous avez les pauvres qui vivaient dans leur bidonville sous tôle et qui avaient parfois plus de 60 degrés dans leur logement et à qui on disait « protégez-vous », qui d'ailleurs parfois allaient se protéger dans les centres commerciaux. N'est-ce pas? Les centres commerciaux, en période de canicule, deviennent des lieux d'accueil de ceux qui ne peuvent pas avoir la fraîcheur chez eux. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Donc, les unités climatisées, les plus nombreuses au monde, sont quoi? Mais les automobiles. Pendant la vague de chaleur à Lyon au mois de juin, moi j'ai été frappé, en étant cycliste ou piéton, de voir le nombre de gens stationnés sur un trottoir, laissant leur véhicule tourner simplement pour climatiser leur auto. Ces unités climatisées sont ou grandes ou petites. Petite, une voiture. Énorme, un mall de plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Nous vivons un monde totalement de bulles climatisées en interrelation. Et revoilà Peter Sloterdijk avec son fameux modèle de l'écume. Hein, dans Sphère, il dit finalement le monde est une écume, c'est-à-dire un système de bulles interreliées. Ah, si on regarde ça du point de vue de la climatisation de l'air, chers amis, ça n'est pas complètement impertinent comme modèle. Nous vivons véritablement dans un monde de bulles climatisées. Et évidemment, l'industrie est devenue très puissante. Le marché, on ne le connaît pas. J'ai travaillé de longues heures pour essayer de trouver le chiffre officiel du marché de l'air cooling. Je ne l'ai pas trouvé. C'est un domaine extrêmement mystérieux et secret. Au moins 136 milliards de dollars en 2022, avec des prévisions de croissance importantes. Quand vous lisez la presse spécialisée sur l'air cooling, il y a juste une petite inquiétude au moment de la pandémie, mais aujourd'hui, c'est formidable. Et d'ailleurs, la perspective des canicules enthousiasme les producteurs du secteur. Eux, ils en voudraient encore plus de réchauffement climatique, puisque l'idée, c'est d'aller vers un monde totalement équipé avec des entreprises importantes et des technologies de plus en plus sophistiquées. Alors, j'ai travaillé par exemple sur ce rapport de l'Agence de l'énergie internationale sur le Future of Cooling, Opportunities for Energy Efficient Air Conditioning. Alors, c'est une agence qui est plutôt pro-climatisation, même si elle s'interroge et elle s'inquiète des effets de la surconsommation énergétique, mais qui part plutôt de l'idée qu'il faut aller vers la croissance des unités installées à partir du moment où on améliore l'efficacité énergétique des unités installées. Mais vous avez là toute une série de données tout à fait étonnantes. Regardez par exemple la figure 1.3, les capacités alors stock c'est le nombre d'appareils, capacité c'est la puissance, c'est la quantité de froid produite. Hein, c'est en millions de, enfin c'est une unité assez particulière pour comprendre la production de froid. Peu importe. Ce qui est certain, c'est que vous voyez qu'il y a une progression qui est rapide depuis 1990 seulement, et que vous voyez que la production pour les résidences et le nombre de matériel pour les résidences individuelles croît plus vite que la production et le nombre de matériel pour les espaces collectifs. Mais c'est normal, ce sont les espaces collectifs qui se sont d'abord équipés. Donc aujourd'hui, le champ de développement de la climatisation, c'est encore plus le résidentiel que le commercial ou que l'industriel.
Et vous avez ici un tableau tout à fait intéressant sur le taux d'équipement des maisons en air conditionné. Vous voyez que les 3 pays qui dominent avec des taux d'équipement très forts, c'est le Japon, les États-Unis, la Corée, ensuite l'Arabie Saoudite, ensuite la Chine, qui est en croissance très forte. Et pour les autres pays, c'est très peu de choses. Donc évidemment, les industriels qui voient ça se disent « Mais mon Dieu, il y a des taux d'équipement possibles à venir qui sont tout à fait vertigineux. » Vous le voyez ici, c'est véritablement en Chine et aux États-Unis qu'on a le plus grand nombre d'appareils en circulation. Le marché chinois a été un marché de cocagne pour la climatisation. D'ailleurs, quelques très grosses entreprises se sont constituées autour de la climatisation, alors qu'au départ, les entreprises étaient plutôt américaines, japonaises et coréennes. On comprend pourquoi, avec des technologies très sophistiquées, et le nombre de matériel en circulation devrait croître, avec là aussi, vous le voyez, c'est ce schéma du bas, là, pardon, ce schéma du bas. Vous avez Global Air Conditioner Stock jusqu'en 2050. Vous voyez à partir de 2020 comment on projette la croissance. Et vous voyez que ça continuera de croître, mais modérément aux États-Unis, que la Chine continuera de voir une croissance, mais qui va stagner, et que le prochain espace où tous les grands producteurs d'air conditionné vont essayer de prendre pied, le prochain marché, c'est l'Inde. Hein? Donc on projette effectivement un énorme développement de la capacité à produire de l'air conditionné. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié d'ouvrir. Voilà, pardon. Donc c'était juste pour vous montrer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment Engie rachète en 2020, pas en 2019, pardon, Tabreed, donc qui était la filiale du groupe Emaar, hein, Emaar Company Downtown Dubai, qui est un des gros urbanisateurs de Dubaï, pour acheter 675 millions de dollars les centrales de production de froid. Hein. Vous savez, quand on achète 675 millions de dollars des centrales de production de froid, c'est qu'il y a des actifs derrière, c'est qu'il y a du beau business à faire derrière. 675 millions de dollars, c'est quand même de l'argent, hein, pour de la production de froid. Simplement à Dubaï. Imaginez ce que ça signifie derrière. Bah derrière, c'est l'accès au marché des Émirats et au marché du Moyen-Orient, qui sont des marchés centraux pour les thermiciens et pour les vendeurs de services de pilotage des bâtiments dans une logique de Smart City dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Donc, vous voyez, cette idée du monde climatisé, elle doit être prise au sérieux, et la fois prochaine, nous verrons à quel point ce monde climatisé a un impact sur le changement global, et puis nous irons vers une autre technologie de l'air encore plus étrange que la climatisation, ce qu'on appelle les clean rooms, hein, c'est-à-dire avec véritablement les technologies de ce que l'on pourra appeler l'air contrôlé, totalement contrôlé, avec des technologies à côté desquelles parfois les technologies de la climatisation paraissent quasiment artisanales et qui pourtant sont devenues indispensables aussi, ces technologies, à notre fonctionnement urbain quotidien. Voilà, désolé d'avoir été un peu trop long et je n'irai pas de toute façon au bout de ce que je comptais faire dans ce cours, donc il faut que j'y renonce dès maintenant. Et nous nous retrouvons demain pour le dernier cours de cette série. Merci, bon après-midi et à demain et à bientôt pour ceux qui nous suivent en ligne.